Bonjour Pierre Gambini, Bonjour, ça va? très bien, merci. J'espère que tu te trouves à l'aise dans ce petit coin et on va y Ça aller. va. Très bien, c'est très mignon. Qu'est-ce que le temps pour toi? Le temps, c'est ça. Et si... Non, le temps, c'est assassin, quoi. C'est quelque chose, c'est une souffrance. Le temps, c'est vraiment... voilà, c'est quelque chose qui se brûle tellement vite, on a l'impression, et voilà, quoi. Donc, on se dit, j'ai tellement de choses à faire, et quand on se rend compte que les années passent vite, on se dit, ah, merde, il faudrait que je m'active un peu plus, et puis finalement, ça sert pas à grand-chose, parce qu'on fait ce qu'on peut, quoi. Le jour où tu prends ton temps, tu es sûr de ne plus le perdre. Euh, La perte de temps, en fait, la perte de temps, c'est quand on commence à faire des choses qui ne nous conviennent plus. C'est lorsqu'on on s'investit dans un boulot qui ne nous convient pas, dans un choix de vie, dans un couple aussi, ça peut arriver, ça arrive souvent même. Euh, donc voilà, là je crois on perd notre temps, lorsqu'on n'est plus vraiment conscient, lorsqu'on n'est pas conscient vraiment de ce qu'on fait, des choix que l'on peut faire, c'est-à-dire lorsqu'on répond, je dirais, à des idées de vie, à tout ce qu'on a pu nous inculquer dans notre éducation, c'est-à-dire l'imagerie du couple, du mariage, la monogamie imposée par la religion, plein d'autres choses, hein, des choses auxquelles j'appartiens en plus, hein, donc j'ai été éduqué de cette manière. Hein. Donc le problème, c'est que quand on répond, je dirais, à ces critères et que ça ne nous convient pas, au fond de nous-mêmes, ça ne nous convient pas, là je crois qu'on perd vraiment notre temps. Voilà, là je pense que c'est... Et on peut prendre son temps, hein, et vivre 50 ans, peut-être pas avec la bonne personne. Et voilà, ça c'est un peu triste, mais voilà, c'est comme ça. Savoir que l'on ne sait rien n'est pas le début de la sagesse. Alors être ignorant, pour moi, c'est une qualité, voilà. C'est-à-dire que être ignorant et être conscient et pouvoir être suffisamment, je dirais, alerte pour pouvoir récupérer des informations et les mettre à profit et les comprendre aussi, ça pour moi c'est une grande qualité. Moi je rêve d'être toujours, je dirais, ignorant face aux événements de la vie et aux choses qui peuvent m'arriver. Et être en permanence, je dirais, en train d'apprendre, quoi. Ça c'est quelque chose qui me plaît énormément, je dirais, d'être surpris. Alors c'est pas tout le temps comme ça malheureusement, mais en tout cas j'aimerais bien qu'on me surprenne et que je sois surpris aussi. Parce que à chaque expérience, c'est un enrichissement qui est précieux. Donc c'est peut-être pas le début de la sagesse, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, voilà, de ne pas savoir grand-chose, c'est bien, je trouve. Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. Non, je crois que là aussi pareil, on vit dans des sociétés complexes, hein, et on ne peut pas accorder, je dirais, tout le monde a le droit d'agir à partir du moment où on a compris le cadre et dans le cadre démocratique, c'est-à-dire il y a un cadre, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Les sociétés se sont organisées en disant on s'est tous mis d'accord pour fonctionner de la manière la plus libre possible. Hein. Donc je parle de nos sociétés occidentales, hein, parce que malheureusement les autres ne peuvent pas le faire, enfin pour la plupart. Donc on s'est tous mis d'accord pour dire voilà, on a un cadre, on sait que par le passé il y a des choses qui ont été faites qui ont fait du mal à l'humanité. Donc ces choses-là, il faut les bannir. Donc là, quand je dis ça, je pense encore au racisme. Le racisme, même si c'est un sentiment humain,
même si c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, parce que tout le monde, à un moment donné, n'est pas prêt pour recevoir la différence, où on est choqué par des cultures, où on se dit « mais pourquoi lui fait comme ça alors que moi j'ai toujours fait comme ça ?» C'est quelque chose de tout à fait normal, mais simplement, on s'est tous mis d'accord au service d'une idée et au service d'un cadre démocratique pour ne plus engendrer la peur, la violence, pour pouvoir accepter l'autre et pour mieux tolérer les différences. Donc voilà, moi tout le monde a le droit d'agir dans le cadre dans lequel on s'est mis d'accord pour pouvoir agir. L'imagination est plus importante que le savoir. Les deux sont importantes. Enfin, ces deux notions sont importantes. Le savoir et l'imagination. C'est-à-dire que lorsqu'on sait des choses, lorsqu'on sait les mettre à profit, et lorsqu'on a suffisamment d'imagination pour pouvoir faire vivre et faire évoluer ces choses, donc toujours dans cette idée, je dirais, de mouvance, et pas de figé, voilà, naturellement les choses évoluent. On est vraiment sur une planète, dans une galaxie, dans un univers où tout est en expansion, où tout bouge constamment. Donc à partir de là, ça sert à rien de figer les choses. Enfin, en tout cas, nous, êtres humains, on a tendance à vouloir figer les choses. Donc ça sert strictement à rien. On ne peut trouver sa voie qu'après avoir battu son maître. Si l'on se contente de l'admirer, on ne pourra jamais le surpasser. Et là encore, je ne suis pas dans cette optique de battre le maître ou de le rouer de coups, de lui sauter dessus à pieds joints sur le ventre, quoi. Je veux dire, c'est le maître, à partir du moment où il nous a apporté quelque chose, si ça a été un bon maître, et il nous a inculqué le fait qu'il va falloir que l'on navigue seul. C'est-à-dire, voilà, je t'ai amené tout ce que je pouvais, tu m'as respecté, je dirais, dans la phase d'apprentissage. Moi aussi je t'ai respecté parce que j'ai été un maître humble, et je crois que ça passe par ça, et à partir du moment, quand ça fonctionne comme ça, cette notion de battre le maître ou cette notion de concours n'existe plus. Une autre citation, celle-ci elle est du général Robert Edward Lee. « Heureusement que la guerre est horrible, sinon nous pourrions y prendre goût. » Et je pense que la guerre est horrible, effectivement, elle est affreuse. Et moi, je crois que j'irais de manière très cynique à dire qu'en fait, c'est justement pour ça que l'être humain y prend goût. Parce que, voilà, donc parce que là, pareil, on est toujours en 2006 et il y a encore des guerres un peu de partout. Alors, sous prétexte d'instaurer des démocraties ou pour des raisons obscures, cachées, pour des raisons, je dirais, économiques. Moi, je crois que l'être humain, il est fasciné par ça, par la violence qu'il peut commettre. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça. Je dirais que c'est pas la seule raison, mais en tout cas, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, quoi. C'est-à-dire que, donc, je suis pas d'accord avec le général là, avec ce qu'il dit, quoi. Hein. Donc, l'être humain prend goût à la guerre. Sinon, elle n'existerait plus aujourd'hui. La richesse des uns se construit sur la pauvreté des autres. Complètement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on fonctionne de manière très archaïque, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une poignée d'hommes sur le monde qui profitent de la misère de l'autre partie du monde. Donc, à savoir qu'il y a peut-être, je sais pas le chiffre exact, mais une centaine ou quelques centaines d'hommes qui sont très très riches et qui profitent véritablement, parce que moi j'estime que faire beaucoup d'argent ou engranger beaucoup d'argent, c'est vraiment pas un signe d'intelligence, quoi. C'est-à-dire qu'on vit sur une planète où l'autre moitié crève vraiment la dalle, crève la faim, et donc ça génère la peur de l'autre, ça génère des violences, ça génère des guerres. Et malgré tout ça, il y a encore des gens qui sont hyper milliardaires et qui se payent un voyage sur la Lune ou un voyage dans l'espace, alors qu'on a d'autres problèmes à régler.
Donc bon, ils font un peu ce qu'ils veulent de leur argent, hein, ça les regarde, hein, mais ce fonctionnement, moi, enfin, ça ne me convient pas, quoi. Donc bon ça, je connais leur réponse et ils vont me dire on s'en fout un peu, quoi. Donc bon, mais c'est très bien, bon, on peut s'en foutre, mais bon, après, quand on se prend une bombe sur la gueule, il faut pas trop se plaindre, quoi. Parce que bon, il y a des gens qui crèvent vraiment à la fin, quoi. Et mais dernièrement, en tout cas, il y a eu une anecdote intéressante où un monsieur très très riche a donné une grande partie de sa richesse à des organismes humanitaires. Et donc, alléluia, il y a peut-être 1 sur 1000 qui de temps en temps réfléchit. Voilà. La vie est un jeu dont le but est de réussir ce que l'on veut et la mort en fait partie. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je crois qu'en fait, une chose qu'on réussit tous, c'est de mourir. Ça, c'est vraiment la seule chose qu'on arrive à faire. Après, est-ce que c'est un jeu? Est-ce qu'il faudrait prendre la vie comme un jeu? Je sais pas. S'il y en a qui arrivent à le faire, c'est très bien. Moi, la vie, je la supporte plus qu'autre chose. Voilà. Donc, sans rentrer, je dirais, dans une ambiance très négative, mais je dirais que je suis optimiste de nature, donc c'est ce qui me pousse à agir, c'est ce qui me pousse à faire et à rechercher des moments de vie, justement, parce que moi, j'ai besoin d'être... je peux pas rester dans un état permanent où il se passe rien. Ça, c'est quelque chose qui est... Autant mourir, hein. Voilà, donc moi, je préfère agir et vivre des instants pour pouvoir être déçu, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir chercher le bonheur dont on parlait tout à l'heure. Donc je sais pas si c'est un jeu, je sais pas si on peut jouer avec les sentiments des gens. Je crois pas. En tout cas, je pense pas qu'il faille l'aborder comme un jeu. Naître, c'est seulement commencer à mourir. Ah, ça fait penser à quelque chose d'ossurant, ça. Ouais. Ouais, ça me plaît bien parce que je pense qu'une vie, elle est faite de désillusions et de compromis. Je crois que plus on vieillit et plus on meurt à chaque instant. Donc, plus on vieillit et à chaque expérience, on a l'impression de mourir ou de perdre quelque chose. C'est-à-dire que l'enfant que j'étais est mort. Et l'adulte que je suis est quelqu'un d'autre. Et l'adolescent que j'ai été aussi a été quelqu'un d'autre. Donc on meurt plusieurs fois, je pense. Qu'à partir du moment où on est, déjà on est sous une autre forme, déjà quelque chose d'autre. À défaut de pardon, laisse venir l'oubli. Moi, je pardonne difficilement, moi. Donc j'oublie difficilement. Donc il me faut effectivement beaucoup de temps. Alors mais si j'oublie, après j'oublie tout, même la personne. donc voilà, c'est peut-être un défaut, mais j'ai tendance à être assez catégorique avec ça, quoi. Donc j'ai du mal à pardonner. J'ai beaucoup de mal à pardonner et donc forcément à oublier. Et quand j'oublie, donc j'oublie tout, même la personne. Elle sombre, je dirais, dans l'indifférence. Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est ça, être riche. Oui, complètement. Oui. Je crois que en fait, la richesse, la notion de richesse, pour moi, elle est là, quoi. C'est pas l'argent, c'est pas le système monétaire là dans lequel on est, où en fait les plus riches ont l'impression d'être l'élite et les pauvres les cons. Non, c'est pas ça, hein. C'est pas ça du tout, quoi. C'est justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus on est conscient, je dirais, dans le monde dans lequel on évolue et dans lequel on vit, et plus on en apprend, plus on est ignorant tous les jours face à des situations, et plus on se dit, ah, aujourd'hui j'ai encore appris quelque chose. C'est là la vraie richesse. Alors ça peut paraître un peu ringard, je pense que c'est des notions qui ne sont pas très à la mode, puisqu'aujourd'hui on est plus dans une esthétique et dans une société d'apparence, où il faudrait faire croire des choses et montrer du luxe, hein, et montrer, je dirais, ce qui brille, quoi. Hein, donc
Aujourd'hui, la planète, elle ressemble un peu à une guirlande, quoi. Elle brille, mais c'est creux à l'intérieur, hein. Donc, alors je sais pas, enfin en tout cas, je parle du monde occidental, hein, parce que là, effectivement, les pays pauvres ne sont pas là-dedans, quoi, je pense pas. Parce qu'eux, ils n'ont rien, hein. Ils n'ont ni la culture et ni de quoi faire briller les choses. Je pense que quand on arrive à apprécier ce que l'on a, parce que c'est là aussi, c'est difficile aussi de pouvoir apprécier les choses, c'est un travail sur soi-même, hein. Lorsqu'on en arrive à ça, je pense que c'est vraiment là, c'est dans ces moments-là qu'on peut apprécier la vie, vraiment. Si tu vois un homme qui a faim, donne-lui un poisson, tu le nourriras pour un jour. Mais apprends-lui à pêcher et il se nourrira toute sa vie. Oui. Ben voilà, ouais, je pense ces deux notions qu'on peut voir cohabiter difficilement ici, en tout cas en Corse. C'est-à-dire qu'on a tendance à agir, ou en tout cas de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je dirais c'était des actions, que ce soit à un niveau politique ou même que ce soit dans un comportement, dans le comportement de tous les jours. On a tendance à agir de manière spontanée. C'est-à-dire qu'on pense jamais vraiment au lendemain. Donc voilà, quoi, c'est aidons notre prochain, mais de manière spontanée. Et moi, ça, en fait, comme je l'ai dit là auparavant, c'est, enfin, moi, en tout cas, c'est mon défaut et ma qualité en même temps, c'est de dire, j'ai besoin d'organiser les choses et de planifier les choses. Donc, si demain on peut apporter à quelqu'un les armes suffisantes pour qu'il puisse être autonome, pour qu'il puisse être libre, et libre dans une démocratie, dans le cadre dans lequel nous vivons tous, hein, ça pour moi c'est gigantesque, quoi. Je veux dire que lorsque, d'une manière même plus globale, hein, de manière plus universelle, lorsque les pays ou les nations arriveront de se détacher justement du cadre même de la nation et de la politique et des intérêts économiques, et qu'on travaillera plus justement sur ça, c'est-à-dire sur l'éducation, lorsqu'on arrivera à éduquer nos populations de manière à ce qu'elles puissent être autonomes, on aura fait un grand pas en avant. Mais j'y crois pas, hein. J'y crois pas un seul instant. C'est complètement utopique, hein. Parlez de moi en bien ou en mal, mais parlez de moi. Ah, moi je préfère en mal, hein. Je préfère qu'on parle de moi en mal, hein. C'est tellement rigolo, je pense. C'est tellement intriguant que la médisance, en fait, c'est quelque chose de... C'est tellement lié à la jalousie, en fait. C'est tellement lié à des sentiments négatifs qui font partie de l'être humain, hein. Moi, ça m'arrive à moi aussi, hein, de médire, hein. Donc, oui, effectivement, donc, que l'on parle de quelqu'un en bien ou en mal, on prend du temps pour en parler. Voilà. Pierre, est-ce que l'amour rend vraiment heureux ? L'amour avec un grand A, alors, oui. C'est-à-dire ce qui se passe en fait lorsqu'on est avec une seconde personne. Je n'induis pas le couple, hein. Je parle de l'amour vraiment, que ce soit en amitié, ou que ce soit en couple, ou que ce soit ailleurs, quand c'est vraiment de l'amour, quoi. Il se passe quelque chose, il y a quelque chose dans l'air en fait, hein. Il y a vraiment, je crois on dirait qu'il y a une troisième personne qui naît en fait, lorsque vraiment les choses sont en phase et lorsqu'on n'a même plus besoin de parler éventuellement pour pouvoir se comprendre, ou alors lorsque l'autre personne a pensé à quelque chose et puis qu'on en parle spontanément. Ça, c'est des moments, je dirais, très savoureux, quoi. Donc voilà, c'est des moments très futiles, hein. C'est vraiment des courts moments comme ça qu'il faut savoir apprécier, effectivement. Et c'est là où on peut être heureux. Les mots sont parfois plus meurtriers que les armes. J'y crois à ça, oui, j'y crois. Il y a des pays où effectivement ce sont les mots qui ont peut-être bousculé les esprits, le comportement, les philosophies. Donc ça c'est... Ouais, je pense que c'est
alors, est-ce qu'ils ont été meurtriers? Bon, après, il ne faut pas déconner. Hein. Je veux dire, lorsqu'on insulte quelqu'un, on l'insulte. Hein. Lorsqu'on tue quelqu'un, c'est autre chose. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des grands discours qui ont été destructeurs. À ce moment-là, je pensais justement à 39-45, à la guerre 39-45, où Adolf Hitler, je dirais, a réussi à mobiliser un pays qui, quand même, dans sa majorité, a toujours été, l'Allemagne a été démocrate, hein, quoi qu'il arrive. Donc, il a quand même réussi, grâce à sa force pas de persuasion, mais avec sa force de communication, il a réussi à mobiliser tout un peuple derrière lui. Il a été élu démocratiquement. Donc, je ne sais pas si tout le monde le sait, j'espère en tout cas, mais il a été élu démocratiquement. Voilà, donc la suite, on la connaît. Voilà, il y a des mots qui peuvent être destructeurs. Et pour les événements plus récents, il y a eu Sarkozy qui, avec ses slogans, je dirais, politiques, racoleurs auprès des électeurs du Front National, a employé des termes vis-à-vis des banlieues sur le continent qui ont été abjects, parce qu'il a fait appel tout simplement au sentiment de violence. Et c'est ce qu'il a eu, hein. Mais bon, c'est ce qu'il voulait, je pense aussi. Donc il voulait de l'événementiel, hein. Il voulait du sensationnel, médiatique. Donc c'est ce qu'il a eu, c'est ce qu'il a obtenu. Donc effectivement, les mots peuvent engendrer justement une violence. Et les mots peuvent engendrer les armes assassines. Et donc lorsqu'on est un responsable politique, on doit faire attention à ne pas confondre avec les artistes. Les artistes, justement, c'est à eux de pouvoir s'exprimer librement. Leurs mots ne font pas de mal. Ça, je l'affirme et je le confirme. Les artistes peuvent faire changer les choses par moments, c'est vrai, c'est arrivé. Mais une chanson, c'est une chanson. Une peinture, c'est une peinture. Un film, c'est un film. Et on vit dans un monde où les gens sont conscients de ça. Par contre, les grandes lignes politiques qu'un homme peut mettre en place, c'est différent. Donc quand j'entends un homme politique dire à un artiste « faites attention à ce que vous dites », là j'ai l'impression de vivre dans un monde très particulier où je me dis « non mais on marche sur la tête ». C'est aux hommes politiques de faire attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font surtout. L'amitié est une forme d'égalité comparable à la justice. Chacun rend à l'autre des bienfaits semblables à ceux qu'il a reçus. Moi, je conçois l'amitié, c'est-à-dire que je conçois l'amitié comme véritablement un échange. Et c'est triste à dire, parce que lorsqu'on est conscient de l'échange, on est dans un raisonnement, on est dans du rationnel, on n'est plus dans le sentiment d'amitié, qui est vraiment un sentiment amoureux, hein, qui est vraiment de l'amour. Hein. Donc, c'est un peu triste à dire, mais effectivement, des amitiés à sens unique, ça peut pas marcher. Enfin, pour moi, en tout cas, ça ne peut pas marcher. On peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre constamment quelqu'un être là quand il faut pour lui, et puis en retour, quand nous on a besoin, on trouve les portes fermées ou on n'entend plus rien, et puis personne nous appelle. Ça, moi, je zappe complètement. Donc voilà, et donc comme je le dis, moi j'ai des amis avec qui on n'a pas besoin de discuter de ça, ça se fait naturellement. Quand j'appelle pour lui demander comment ça va, il prend le temps lui aussi de temps en temps d'appeler, de me demander comment je vais. Et ça, c'est très important. Il vaut mieux vivre et continuer à réfléchir que de mourir pour ses idées. Oui. Et je pense que là, pour le coup, la meilleure chanson qui a été écrite pour ça, c'est Brassens, hein, donc Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Voilà. Donc je pense qu'il est complètement absurde de remettre sa vie entre les mains d'une cause qui parfois peut être juste, hein, même, mais je crois qu'il faut faire attention, il y a une limite à ne pas dépasser. Dans la cause, il faut toujours
moi, je crois vraiment à vouloir défendre les choses de manière très démocratique. Et quand une cause fait mourir des gens, ça me gêne quelque part. Ça me gêne parce que c'est vraiment pas la meilleure solution qu'il y ait pu avoir, quoi. Donc alors, est-ce que le cadre démocratique fonctionne? Par moments, non. Et même très souvent, malheureusement. Donc voilà, je pense que la meilleure des vertus, c'est celle de pouvoir continuer, de se dire on va quand même essayer d'employer les voies démocratiques. Et on va faire tout pour qu'on puisse arriver à faire changer les choses. Quand on a quelque chose sur la patate et quand on a une cause et qu'on veut servir quelqu'un ou se mettre au service d'une population. Moi, personnellement, cette notion, je dirais, de se mettre au service des autres, aujourd'hui, je trouve ça un peu pathétique. Moi, je vois pas pourquoi moi je ferais ça. Qui je suis pour faire ça? Pour dire voilà, je peux vous apporter quelque chose que vous n'avez pas. Comment on peut être aussi prétentieux à un moment donné, se dire vous n'avez rien compris, mais moi j'ai compris, quoi. Donc voilà, donc cette notion de cause, cette notion d'investissement comme ça dans une cause et finir par mourir pour une idée. Alors paix aux âmes qui ont fait pour ça, qui ont œuvré pour ça, parce qu'il y en a tellement eu ici en plus en Corse, et on le sait, c'était pas forcément des voyous, c'était des gens responsables, c'était des gens vraiment qui croyaient en leurs idées et en leurs causes. Donc maintenant, je crois qu'il faut sortir de ça, vraiment, vraiment. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui meurent pour ça, et même ici, et alors qu'on sait vraiment pas pourquoi ça devrait encore exister. Il faudrait vraiment sortir de ça, quoi, vraiment. Coluche a dit « c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ». En tout cas, dans notre histoire, il y a eu énormément de cas où la majorité n'a pas eu raison. Et qu'il faut vraiment entendre, je dirais, c'est le principe là aussi de la démocratie, de pouvoir entendre toutes les sensibilités et même les minorités. Et surtout les minorités, parce que c'est sans doute peut-être de là aussi que viennent les idées alternatives, et ce serait même là éventuellement qu'on pourrait s'enrichir. Tout ce qui est plus, c'est un enrichissement. Voilà. Donc l'idée de la pensée unique, de pouvoir se dire, il y a quelque chose qui me gêne, moi en France par exemple, c'est le fonctionnement républicain, où la République est indivisible et il ne faut pas la toucher, et il faudrait que ce soit comme ça. Chose vraiment paradoxale en France, puisque la France est portée, je dirais, sur le régionalisme à l'extérieur de ses frontières, hein, en politique internationale, mais en politique interne, non. Les minorités ne sont pas encore reconnues, même s'il y a encore des discours, des fois sympas, on dira. Et puis bon, la majorité, Chirac, lorsqu'il est passé aux élections présidentielles, il est passé avec 29%, je crois, hein. C'est le premier tour, hein. 29% il fait. Hein. Après au second tour, il fait 82%, mais bon, parce qu'il y avait l'autre à côté. Hein. Ou sinon, voilà, quoi. Donc moi, ces notions de... donc voilà, Chirac, il n'a pas forcément raison hein, dans ses politiques. Hein. Je crois pas. Hein. Sinon, je pense qu'on vivrait mieux aujourd'hui. Le mensonge n'est pas seulement un vice, c'est une douceur pour les âmes qui souffrent. Mais le mensonge, c'est la plus belle qualité qu'il puisse y avoir chez l'être humain. Sa capacité, je dirais, à inventer, à pouvoir recréer des situations qui ne sont pas forcément la vérité, quoi. Donc on vit dans le mensonge hein, constamment. Hein. Et puis la vérité, qui la détient aussi. Hein. Donc on ne sait pas trop. Hein. Les hommes politiques, quand ils mentent, on le sait hein, qu'ils mentent. Hein. Donc c'est surtout la population qui accepte le jeu. Hein. C'est pas eux qui, je dirais, qui. J'ai un autre mot qui me vient en tête, mais c'est pas le qui entube la population. Enfin, j'ai tendance à dire ça, mais bon. Voilà, donc les hommes politiques, en fait, certains le savent très bien aussi. Hein. Donc il y a une espèce de jeu dans nos relations politiques entre la population et les hommes politiques qui se fait. Donc quand on entend la population dire, ouais, ils nous prennent pour des cons. Hein. Bah oui. Mais bon, apparemment, ils le savent, quoi. La population le sait, donc ils acceptent les règles du jeu, puis voilà.
La violence est le dernier refuge de l'incompétence. Ça, c'est de Isaac Asimov. Donc oui, c'est une phrase qui me plaît bien. C'est une phrase qui me plaît bien parce qu'elle fait appel en même temps. Moi, la violence, pour moi, elle fait partie de l'être humain. On peut pas dire que ce soit quelque chose de. Tout le monde peut être violent, quoi. C'est pas parce qu'on est un petit occidental et qu'on vit dans un salon avec un beau canapé et une belle télé qu'on n'est pas capable de violence. Bien au contraire même. Je pense que c'est peut-être ces gens-là qui sont le plus capables, ceux qui vivent reclus. Donc la violence, elle fait partie de l'être humain. Le dernier refuge de l'incompétence, je crois aussi, parce qu'on a moyen, il ne faut pas déconner, on a moyen quand même de faire autrement, quoi. On a moyen aujourd'hui, ici en tout cas en Corse, on vit dans une société où on a accès au savoir, quoi. On a accès au savoir par le biais de l'éducation nationale, par la télévision très peu, mais bon, on peut avoir un peu accès au savoir si on cherche bien. Par Internet aussi, je pense que ça va devenir comme la télé, c'est-à-dire qu'il va falloir fouiller à un moment donné pour pouvoir se cultiver et avoir accès au savoir. Donc on a tout à fait les moyens, je dirais, d'agir démocratiquement. Alors, est-ce que ça a à voir avec la notion de la compétence ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si les gens qui agissent démocratiquement sont compétents. Des fois, non. Donc, en tout cas, c'est peut-être le dernier refuge, ou je dirais la dernière option qu'il faudrait prendre, mais tout le temps, quoi. C'est-à-dire, il faudrait se dire, je ne me laisse pas aller à la violence, quoi qu'il arrive, j'essaye d'agir, j'essaye d'agir. Quand je parle comme ça, je parle de manière globale, hein, je ne parle pas de manière personnelle, hein, parce que des fois, une bonne baffe, ça fait du bien, hein, faut dire les choses comme elles sont. Pierre, je voulais te remercier et je voulais te demander une petite faveur. Oui. À savoir, est-ce qu'avant de nous quitter, tu voudrais bien nous interpréter le titre de ton choix ? Très volontiers. Alors on t'écoute. Chiamatemi Houdini, Eliademi per le mani, polampademi in mare. Davanti allo strugaglione, in due giri mansi e citi, ribarchiera di Amugiabi. Capia dell'Amaru, Pisa de Vele. Stringitemi camiciole e sciuttatemi in fondi e gale, proverò di soluzioni. Regalatemi ai pesci, ad un sangue avvelenato, rimbarcherà di Agantabi. Via dell'amore, Pisa de Vele. Non te ho battilu a noio, tra pulido ai galeriani, indifferente ao vento. Ubu eretudini, chi mugiava e chi cantava, non tu ponto l'hanno impiccato. Si sono sbagliati vune, si sono pisate vele. Si sono sbagliati fune, si sono pisate vele.
oh isse, oh isse. Oh isse, oh isse. Siso pisadele. Siso pisadele. Chiamatemi Udini. Chiamatemi Udini. Non te ho batti l'uanuio, tra pulido ai galeriani, indifferente a uento. Ubu eretudini, chi mugiava e chi cantava, non tu ponte l'animo impiccato. Si so pisadele, si so sbagliati fune. Si so pisadele.